Il y a quelque chose en vous que personne ne peut voir. Quelque chose que vous nourrissez chaque jour en pensant que c'est une vertu, en pensant que c'est une force. Mais si je vous disais que c'est exactement cela, ce que vous appelez l'évolution, qui vous détruit intérieurement d'une manière que vous n'avez toujours pas pu nommer, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui va changer la façon dont vous vous voyez. Et ça fera un peu mal. Mais c'est précisément cette douleur qui vous libérera. C'est moi qui observe. Et ce que je vois en toi m'inquiète. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es obsédé. Et l'obsession, mon ami, a un côté sombre dont personne ne vous a parlé. Parlons-en. Réfléchissez avec moi une seconde. Vous vous réveillez tôt. Vous lisez des livres. Vous écoutez des podcasts. Vous vous entraînez. Vous étudiez. Vous optimisez votre routine. Vous excluez de votre vie les personnes qui ne vibrent pas sur votre fréquence. Vous parlez d'état d'esprit. Vous postez sur la discipline. Vous avez l'impression d'évoluer. Et vu de l'extérieur, c'est incroyable. On dirait que tu as trouvé le chemin. Mais laissez-moi vous poser une question qui vous restera longtemps en tête. Est-ce que vous évoluez vraiment ou est-ce que tu t'enfuis? Gardez cette question. Parce que la réponse n'est pas là où vous la pensez. En psychologie, il existe un concept dont peu de professionnels parlent ouvertement car trop inconfortable. C'est ce qu'on appelle l'évitement expérientiel. C'est lorsque les êtres humains utilisent des comportements qui semblent sains, productifs, voire admirables, comme un mécanisme pour échapper à quelque chose qu'ils ne veulent pas affronter en eux-mêmes. Et l'obsession de l'évolution personnelle, dans de nombreux cas, la forme d'évitement la plus sophistiquée qui existe. Pensez-y. Plus vous recherchez de meilleures versions de vous-même, moins vous avez de temps pour rester assis en silence et vous demander « Pourquoi ne puis-je pas rester assis? Pourquoi quand j'arrête de bouger, le vide apparaît? Pourquoi le sentiment que je ne suis jamais assez à la hauteur ne disparaît-il jamais, même après toute l'évolution? Est-ce que cela a du sens pour vous ou est-ce que ça vous dérange? Si cela vous dérange, vous êtes au bon endroit. Continuez. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Le nom n'a pas d'importance. L'histoire, oui. Imaginez un personnage. Je l'appellerai Keto. Keto a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où l'affection dépendait de la performance, où être le meilleur était la seule façon d'être aimé. Son enfance a été marquée par cette équation. J'ai besoin d'être exceptionnel pour mériter d'exister. Keto a grandi. Keto est devenu obsédé par l'évolution. Keto se réveilla à 4 heures du matin. Keto lisait des livres que personne d'autre ne lisait. Keto a coupé la route à ses amis. Keto a isolé la famille. Keto avait une discipline de fer. Et Keto, à l'intérieur, était complètement vide. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Il se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage. Cela pourrait être la personne que vous voyez dans le miroir tous les jours. Si c'est vous, commentez un mot ci-dessous. Keto. Juste ça. Parce que j'ai besoin de comprendre combien de personnes je touche avec cette vérité aujourd'hui. Keto n'était pas faible. C'était le contraire. Keto avait toute la discipline du monde. Mais la discipline sans connaissance de soi est une prison dorée. C'est une cage que vous avez construite vous-même, avec des matériaux nobles et admirés de l'intérieur. La psychologie nous apprend que les modèles d'attachement formés pendant l'enfance façonnent profondément la relation que les adultes entretiendront avec la productivité, la réussite et l'image de soi. Winnicott, l'un des plus grands psychanalystes de l'histoire, a parlé du « faux soi », une version construite par l'individu pour répondre aux attentes extérieures, notamment celles des parents, notamment dans les premières années de la vie. Le faux soi est compétent. Le faux soi est discipliné. Le faux soi est en constante évolution. Mais le vrai moi, l'être que vous êtes réellement, ce type étouffe là-bas. Invisible, invisible, criant silencieusement alors que vous mettez encore un autre livre sur l'étagère et que vous vous dites « je vais mieux ». Ce n'est pas une faiblesse. C'est une tragédie humaine. Et cela arrive aux personnes les plus intelligentes. Je vais faire un aveu que la plupart des créateurs de contenu de développement personnel n'auront jamais le courage de faire. L'industrie de l'entraide profite en partie de son vide. Chaque livre que vous achetez nourrit l'illusion que la prochaine version de vous sera finalement suffisante. Chaque podcast sur l'état d'esprit renforce la conviction que vous n'y êtes pas encore. Chaque gourou qui apparaît sur votre écran vend, consciemment ou inconsciemment, l'idée que vous êtes incomplet et que la solution réside dans le prochain produit,
la prochaine méthode, la prochaine routine. Et vous achetez. Parce que vous avez été programmé depuis que vous êtes enfant pour croire que vous ne méritez l'amour et l'appartenance que lorsque vous en avez assez. Et ça n'est jamais assez. C'est le mécanisme. Maintenant vous le voyez. Mais voici ce qui change tout. Voir le mécanisme ne suffit pas. Vous devez comprendre d'où cela vient. Et c'est à ce moment-là que le voyage commence réellement. Si ce contenu vous parvient d'une manière différente, je dois ou je te demande quelque chose maintenant. Ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. Cliquez sur j'aime. Parce que lorsque vous faites cela, vous dites à l'algorithme, ce genre de conversation compte. Et lorsque l'algorithme comprendra cela, davantage de personnes qui vivent ce que vous vivez trouveront ce canal. Et je pourrai aider plus de personnes. Inscrivez-vous aussi. Parce que ce que je construis ici n'est pas du divertissement. C'est un espace de confrontation honnête avec la réalité. Et vous aurez envie d'être là lorsque les prochaines vidéos sortiront. Maintenant, continuons. Parce que le plus important n'a pas encore été dit. Revenons à Keto. À un certain moment de la vie de Keto, quelque chose s'est produit auquel il ne s'attendait pas. Il a atteint un grand objectif. Un objectif que je poursuivais depuis des années. Et quand il y arriva enfin, au lieu de ressentir de la satisfaction, il ressentit un vide plus grand qu'auparavant. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce phénomène a un nom en psychologie. C'est ce qu'on appelle l'hédonisme adaptatif ou adaptation hédonique. Le cerveau humain, de par sa conception évolutive, s'adapte rapidement à la réussite. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, demain sera banal. Et le plaisir que vous vous attendiez à ressentir en y arrivant s'en va bien plus vite que la douleur que vous avez ressentie en y arrivant. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est de la pure neuroscience. Le problème est que les personnes obsédées par l'évolution personnelle utilisent ce mécanisme de manière compulsive. Chaque fois que le vide apparaît après un accomplissement, ils se fixent un objectif plus élevé. Ils courent plus vite. Ils travaillent plus d'heures. Augmenter la dose. C'est exactement le cycle de l'addiction à une substance chimique. Mais le fond, c'est la productivité. Et la gueule de bois, c'est le sentiment que vous n'êtes jamais assez. Et là, je dois vous présenter un deuxième personnage. Une force opposée à Keto. Je l'appellerai Musashi. Non pas le samouraï historique, mais l'archétype qu'il représente. Celui qui s'arrête, qui contemple, qui comprend que l'épée n'est pas le chemin, c'est juste l'instrument. Musashi, contrairement à Keto, ne s'est pas enfui. Il a confronté. Il savait que la plus grande bataille n'avait pas lieu à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et qu'aucune victoire extérieure n'avait de valeur tant que la guerre intérieure n'était pas gagnée. La différence entre Keto et Musashi n'était pas la discipline. Tous deux étaient disciplinés. La différence était la conscience de soi. Keto a utilisé la discipline pour s'échapper. Musashi a fait preuve de discipline pour se rapprocher. De vous-même, de la vérité, de ce qu'il était vraiment au-delà de la performance. Cette distinction est tout. Et c'est là que réside la réponse à cette question que j'ai posée au début. Évoluez-vous réellement ou fuyez-vous? Je vais développer ce point car c'est crucial. La psychologie positive, en particulier les travaux de Martin Seligman et Mihaly Csikszentmihalyi, parlent de ce qu'elle appelle le véritable bien-être psychologique par rapport au bien-être performatif. Le véritable bien-être vient de la connexion avec un objectif, de l'acceptation de soi et de la présence. Le bien-être performatif, c'est ce que vous affichez, ce que vous produisez, ce que vous publiez. Et la personne obsédée par l'évolution personnelle est souvent un maître du bien-être performatif. Elle sait exactement quoi dire. Elle a le vocabulaire. Elle a l'esthétique de la santé mentale. Mais intérieurement, elle est convaincue d'une chose qu'elle ne dit jamais à voix haute. Je ne sais pas qui je suis quand je ne suis pas productif. C'est une phrase dévastatrice. Et c'est silencieux. Et c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Commentez ci-dessous si vous vous êtes déjà senti perdu lorsque vous ne faisiez rien. Si cette sensation de vide qui apparaît pendant le repos vous dérange plus qu'elle ne le devrait. Pas besoin d'expliquer. Écrivez simplement « Je l'ai ressenti ». Cela me dit que vous êtes présent et que vous êtes prêt à affronter ce qui doit être affronté. Parlons maintenant d'un schéma qui apparaît à plusieurs reprises dans les bureaux, dans les études, dans les trajectoires de personnes brillantes qui ont implosé à l'intérieur tout en construisant des empires à l'extérieur.
Ce modèle est appelé grandeur compensatoire. C'est à ce moment-là que l'individu développe une image de soi exagérément élevée, non pas par narcissisme primaire, mais comme mécanisme de défense contre une vieille blessure d'infériorité. C'est le gars qui a besoin d'être le meilleur parce que, à un moment donné de son enfance, il s'est senti inférieur. C'est la femme qui ne cesse de conquérir, car arrêter signifie affronter la peur de ne pas être aimée pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle produit. La grandiosité compensatoire est séduisante car elle produit de vrais résultats. En réalité, une personne accomplit beaucoup de choses. En fait, cela va très loin. Mais elle va loin en portant une blessure qui n'a jamais été soignée. Et plus elle accomplit, plus la blessure fait mal, car l'ampleur de l'accomplissement n'est jamais suffisante pour couvrir l'ampleur de la douleur. Keto a vécu ça. Keto a construit des empires et a dormi avec le sentiment qu'il n'était pas assez. Et plus il construisait, plus ce sentiment grandissait. Vous reconnaissez-vous dans tout cela? Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à cette partie. Parce que c'est là que la plupart des gens s'enfuient. C'est là que la vidéo perd des vues. À cause de l'inconfort, ça devient trop gros. Mais si vous êtes resté jusqu'ici, vous n'êtes pas la majorité. Vous êtes celui qui peut supporter d'affronter. L'obsession de l'évolution personnelle peut être, cliniquement parlant, une forme de trouble de la personnalité avec des traits perfectionnistes et anxieux, avec des composantes de dépendance à l'égard de la validation externe et un déficit de tolérance au vide existentiel. Je ne vous fais pas de diagnostic. Je vous propose un langage pour ce que vous ressentez. Parce que lorsque vous parlez de la douleur, vous commencez à avoir du pouvoir sur elle. Et lorsque vous avez le pouvoir sur lui, vous cessez d'être gouverné par lui. C'est le vrai travail. Ce n'est pas se réveiller à 4 heures du matin. Ce n'est pas lire un autre livre. C'est apprendre à regarder ce que vous avez passé toute votre vie à éviter de regarder. Il existe un concept dans la mythologie japonaise que les samouraïs ont profondément compris. Ma est l'espacence. C'est le silence entre les notes. C'est la pause entre les mouvements. Et dans la philosophie du Bushido, le guerrier qui ne savait pas habiter le ma, qui ne pouvait exister dans le vide entre les batailles, était considéré comme techniquement inférieur, parce qu'il était contrôlé par la peur et non par la maîtrise. Le guerrier intérieur de Keto ne savait pas comment habiter la mer. Keto s'effondra dans le silence. J'avais besoin d'un bruit constant, d'objectifs constants, d'un mouvement constant pour ne pas entendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Savez-vous comment habiter votre maman? Ou lorsque vous vous arrêtez, le bruit à l'intérieur devient insupportable? Je vais vous raconter quelque chose que la psychologie a découvert au cours des 20 dernières années et qui a complètement changé notre façon de comprendre la santé mentale de haute performance. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie et l'un des plus grands chercheurs sur le comportement humain, a identifié ce qu'il appelle 2 systèmes de pensée. Le système 1, rapide, automatique, émotionnel, et le système 2, lent, délibéré, rationnel. La plupart des personnes obsédées par l'évolution personnelle croient vivre dans le système 2. Elles se croient rationnelles, stratégiques et contrôlées. Mais ce que la recherche montre de manière dévastatrice, c'est que la plupart des décisions concernant la productivité, les objectifs, les routines de haute performance sont en réalité des décisions du système 1 déguisées en logique. Autrement dit, vous pensez choisir d'évoluer. Mais en réalité, vous êtes poussé de manière compulsive par de vieilles peurs qui n'ont jamais été traitées. Et la rationalisation vient plus tard pour donner un sens à ce que la peur a déjà décidé. Cela change tout, n'est-ce pas? Parce que si c'est vrai, alors le problème ne fonctionne plus. Le but est de comprendre ce qui vous pousse. Musashi l'a compris. Musashi s'arrêta. Musashi peignait, écrivait, contemplait. Musashi savait que le guerrier qui ne se connaît pas n'est qu'un instrument de sa propre contrainte. Et Musashi a remporté 242 duels sans en perdre un seul. Coïncidence? La psychologie dit non. Les recherches sur les états de flux, concept développé par Csikszentmihalyi, montrent que la performance maximale ne vient pas d'un effort maximal constant. Cela vient d'une alternance entre tension et détente. Cela vient de la capacité d'être complètement présent. Cela vient d'un état interne de cohérence, pas d'évasion. L'athlète qui a peur de perdre obtient de moins bons résultats que l'athlète qui est en paix avec la possibilité de perdre.
L'homme d'affaires qui échappe à la faillite prend de pires décisions que l'homme d'affaires qui accepte le risque dans le cadre du jeu. Paradoxalement, lorsque l'on arrête de rouler à vide, on commence à accéder à un niveau de performance que l'obsession ne délivrerait jamais. Je veux que vous pensiez maintenant à quelqu'un en particulier que vous connaissez ou peut-être à vous-même qui correspond à ce profil. La personne la plus évoluée du groupe. Celui qui parle le plus de discipline. Celui avec la routine la plus stricte. Celle qui a toujours un livre à la main. Maintenant, dites-moi, cette personne est-elle heureuse? Pas de manière performative. Pas dans les histoires. Véritablement, dans les moments où elle est seule, cette personne semble-t-elle en paix? Ou y a-t-il quelque chose dans ses yeux qui dit que peu importe à quel point elle court, elle n'arrive jamais? Commentez ici si vous connaissez cette personne. Ou si vous êtes cette personne. Il n'y a pas lieu d'avoir honte. Cette reconnaissance, ce simple fait de dire « c'est moi » est le premier pas dans la bonne direction. C'est la première fois que le vrai soi perce l'armure du faux soi et apparaît. Et quand cela arrive, quelque chose commence à bouger à l'intérieur. Je vais maintenant vous présenter la structure psychologique complète de ce qui arrive aux personnes obsédées par l'évolution. Et je veux que vous fassiez attention à chaque couche, car cela vous donnera une carte. La première couche est la plaie originale. Quelque chose dans l'enfance ou l'adolescence a créé la conviction qu'il faut être plus pour mériter l'amour, l'attention et le respect. Cela aurait pu être un père éloigné, une mère exigeante, une expérience d'humiliation publique, une comparaison constante avec un frère. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est la conviction qui demeure. Je ne suis pas assez comme je suis. Le deuxième niveau est la stratégie de survie. L'enfant qui ne suffit pas développe une stratégie pour devenir suffisant. Pour certains, c'est la rébellion. Pour ceux qui ont le profil dont nous discutons aujourd'hui, c'est l'excellence compulsive. La prestation. Développement personnel. La troisième couche est l'identité construite. Au fil du temps, la stratégie de survie devient identitaire. Vous n'êtes plus quelqu'un qui essaie d'évoluer. Vous êtes l'évolution. C'est qui tu es. Et toute menace contre cette identité, toute rupture, tout échec, tout repos, est ressentie comme une menace existentielle. La quatrième couche est un effondrement silencieux. C'est alors qu'après des années de vie dans cette structure, le coup commence à apparaître. Des relations superficielles car la véritable intimité nécessite de la vulnérabilité et la vulnérabilité est une faiblesse. Le corps tombe malade parce qu'il n'est pas fait pour fonctionner en mode d'urgence permanent. Dépression déguisée en burn-out. Anxiété masquée comme ambition. Dans laquelle de ces couches vous trouvez-vous actuellement? Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu à l'Holocauste et fondé la logothérapie, a déclaré une citation dont je veux que vous vous souveniez. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Keto n'avait pas cet espace. Chaque stimulus d'insécurité entraînait automatiquement une réponse. Plus de productivité, plus de discipline, plus de performance. Le cycle était bouclé. Compulsif. Aucune conscience. Musashi avait cet espace. Musashi avait appris à habiter le vide entre l'impulsion et l'action. Et c'est dans cet espace que vivait sa véritable force. La liberté n'est plus une routine. Il s'agit d'apprendre à faire une pause. Pas parce que faire une pause est une faiblesse, mais parce que faire une pause en pleine conscience est l'acte de maîtrise de soi le plus avancé qu'un être humain puisse développer. Je veux maintenant vous présenter le concept qui, à mon avis, est le plus important de toute cette conversation. La différence entre une croissance motivée par un objectif et une croissance motivée par l'évasion. Une croissance axée sur un objectif commence par une question. Qui est-ce que je veux être? Il est tiré par quelque chose qui l'attend. Pour un sens. Pour une vision du futur qui émerge de qui vous êtes réellement. La croissance motivée par l'évasion commence par une menace. Qui je ne peux pas être. Il est poussé par quelque chose derrière. Par peur. Pour une vieille douleur que vous essayez de laisser derrière vous, mais qui court à la même vitesse que vous. Le premier type de croissance génère de la satisfaction, du sens, de la connexion. Le deuxième type génère l'épuisement, le vide, l'isolement. Et voici le fait le plus frappant. D'un point de vue extérieur, les deux types de croissance apparaissent identiques.
même discipline, même résultat, même esthétique performante. Mais à l'intérieur, ce sont des mondes complètement opposés. Où grandissez-vous? Où fuyez-vous quoi? Laissez-moi vous apporter une référence qui vous surprendra par sa précision. Dans Neon Genesis Evangelion, considéré par de nombreux critiques d'anime comme l'une des études psychologiques les plus approfondies jamais produites sous forme de fiction, le personnage Shinji Ikari est un garçon qui exploite un robot géant pour sauver le monde. D'un point de vue extérieur, il est le héros, l'élu, haute performance. Mais toute la série parle de ce que Shinji ressent intérieurement, terrifié à l'idée d'être abandonné, incapacité à s'accepter, évasion constante de l'intimité. J'utilise la mission comme une soupape de sécurité pour ne pas avoir à m'occuper de moi-même. Le créateur de la série, Hideaki Anno, a publiquement admis que la série était basée sur sa propre dépression. Ce Shinji, c'était lui. L'obsession de Shinji pour la mission était en fait l'incapacité de Hideaki à s'arrêter et à ressentir. Et la série est devenue l'un des plus grands phénomènes culturels de l'histoire de l'anime précisément parce que des millions de personnes à travers le monde ont regardé Shinji et ont dit silencieusement « C'est moi ». Peut-être que tu es Shinji. Peut-être que je le suis. Peut-être que le but n'est pas d'arrêter d'être Shinji, mais d'apprendre ce que Shinji n'a jamais appris. Que l'on peut exister sans avoir besoin de rien sauvegarder. Que vous méritez d'exister sans mission qui justifie votre présence. C'est la vérité que vous cache l'obsession de l'évolution personnelle. Vous savez ce qui est curieux? Les plus grands spécialistes du développement humain, d'Abraham Maslow à Carl Rogers, convergent sur un point qui va à l'encontre de presque tout ce que vend l'industrie du développement personnel. Un véritable changement ne commence pas par une insatisfaction à l'égard de qui vous êtes. Cela commence par accepter qui vous êtes. Non-acceptation comme démission, mais l'acceptation comme point de départ honnête. Rogers a appelé cela le paradoxe du changement. Lorsque vous arrêtez d'essayer d'être autre que ce que vous êtes et que vous vous permettez simplement d'être ce que vous êtes, le changement commence naturellement à se produire. Keto n'a jamais compris ça. Keto pensait que l'insatisfaction était le carburant. Keto ne savait pas que l'insatisfaction était la cage. Musashi a compris. Et c'est pourquoi Musashi a cessé de mener des guerres déjà terminées. Je vais m'arrêter ici une seconde pour vous demander quelque chose d'important. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, vous avez déjà fait quelque chose que la plupart des gens ne le font pas. Vous vous retrouvez avec l'inconfort. Vous ne vous êtes pas enfui lorsque la conversation est devenue difficile. Vous n'avez pas cliqué sur une autre vidéo lorsque j'ai commencé à aborder de vraies blessures. Cela en dit long sur vous. Cela signifie que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Pas le niveau de performance, mais le niveau de conscience. Et je veux continuer cette conversation avec vous. Alors inscrivez-vous maintenant. Pas parce que j'ai besoin du numéro, mais parce que lorsque vous vous inscrivez, vous vous dites « Ce type de contenu compte pour moi. Ce niveau de profondeur, c'est ce que je recherche. » Et cette déclaration interne, cet acte d'intention, est déjà un mouvement dans le sens d'une croissance réelle. Et laissez un like aussi, parce que chaque like est le signe que cette conversation est arrivée. Et toucher plus de personnes est le but de cette chaîne. Maintenant, le plus important reste à venir. Parlons de ce qui se passe lorsqu'une personne obsédée par l'évolution personnelle trouve la limite. Parce qu'il y a un moment où le corps dit non, où l'esprit dit non, dans lequel toute la structure que vous avez construite commence à se fissurer. Et ce point, paradoxalement, est le moment le plus important de la vie. Dans la mythologie des héros, Joseph Campbell appelait cela le ventre de la baleine. Au moment où le héros descend, dans lequel tout ce qui vous définit disparaît, dans lequel se dissout l'identité construite avec tant d'efforts. Pour Keto, ce moment s'est produit sous la forme d'une crise. Cela aurait pu être un burn-out, une trahison, une perte, un diagnostic médical, quelque chose que la productivité n'a pas pu résoudre, quelque chose que la discipline n'a pas pu empêcher. Et à ce moment-là, Keto devait choisir, soit plonger dans le vide et découvrir ce qu'il y avait sous tout ce qu'il avait construit, soit augmenter encore plus la dose de performance pour essayer de ne pas le ressentir. Beaucoup choisissent la deuxième option, et c'est là que l'effondrement devient définitif. Certains, les plus courageux, choisissent le premier. Et c'est dans ce choix que réside la véritable évolution. Qu'y a-t-il en dessous? C'est la question que l'obsession de l'évolution personnelle a été construite pour éviter.
Et la réponse, lorsque vous vous arrêtez enfin pour regarder, est rarement celle que vous craignez de trouver. Freud a dit que le refoulement, le mécanisme qui consiste à pousser des contenus douloureux dans l'inconscient, consomme une énorme quantité d'énergie psychique. Et toute cette énergie qui sert à maintenir ce qui est refoulé est une énergie qui ne va pas dans la vie, dans la créativité, dans les relations, dans la joie. Autrement dit, plus vous vous éloignez de vous-même, plus vous vous épuisez. Pas parce que tu travailles dur, mais parce que fuir soi-même est le métier le plus fatigant qui soit. Et quand arrêteras-tu de fuir? Quand regardes-tu? Cette énergie libérée est ce que vous avez toujours appelé la motivation. Mais vous n'avez jamais réussi à la maintenir longtemps. La véritable motivation ne vient pas de l'extérieur. Cela ne vient pas d'un podcast, d'un objectif, d'un gourou. Cela vient de l'intérieur. Clarté sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Et cette clarté ne vient que lorsque vous arrêtez de courir suffisamment longtemps pour l'entendre. Maintenant, je veux construire une issue avec toi. Parce que ce n'est pas seulement une vidéo de diagnostic. Je ne suis pas venu ici pour vous montrer le problème et vous laisser dans le noir. Le premier mouvement est la reconnaissance. Vous le faites déjà. Vous nommez le modèle. Vous voyez le mécanisme. C'est déjà extraordinairement puissant. Le deuxième mouvement est la curiosité sans jugement. Au lieu de vous critiquer pour avoir ce schéma, vous commencez à en être curieux. D'où cela vient-il? De quoi avais-je besoin lorsque j'ai développé ce mécanisme? Qu'est-ce que cet enfant en moi essayait de protéger? Ce n'est pas une faiblesse. C'est de l'archéologie interne. Et c'est le travail de développement personnel le plus avancé qui soit. Le troisième mouvement est la tolérance au vide. Vous commencez, petit à petit, à vous entraîner à être présent sans agenda, sans produire, sans performer. Cela commence par 5 minutes, puis 10. Vous êtes assis avec l'inconfort. Vous l'observez sans vous confondre avec lui. Les neurosciences appellent cette régulation du système nerveux autonome. La psychologie bouddhiste appelle cela la pleine conscience. Le résultat est le même. Vous cessez d'être contrôlé par la peur et commencez à être gouverné par le choix. Le quatrième mouvement est la reconnexion avec le vrai soi. Vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que j'aime quand je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant à part la réussite? Qui suis-je quand la scène s'éteint ?» Les réponses émergeront. Lentement, timidement, car ce vrai moi n'a pas l'habitude d'être invité à la fête. Mais il apparaît. Et quand il apparaît, quelque chose change et il n'y a pas de retour en arrière possible. Musashi, à la fin de sa vie, se retira dans une grotte. Pas par faiblesse, pas par défaite, mais pour écrire le livre des 5 anneaux, l'un des ouvrages les plus profonds sur la stratégie et l'esprit humain jamais produit. Il n'était pas en fuite, il était en communion, avec vous-même, avec ce que j'avais appris, avec ce que j'avais vécu. Musashi a mis des décennies pour y arriver. Mais c'est arrivé. Kaito, si tu as du courage, tu pourras y arriver plus vite. Vous pouvez y arriver plus rapidement. Parce que vous avez quelque chose que Musashi n'avait pas, la capacité de nommer le modèle avant qu'il ne vous consume complètement. La possibilité de voir le mécanisme alors qu'il est encore debout. La possibilité de choisir autrement pendant qu'il est encore temps de reconstruire. C'est un privilège rare. Et vous y avez accès maintenant. Je veux vous demander quelque chose avant la dernière ligne droite. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose sans aucun objectif d'amélioration, sans le dire à personne, sans inscription, sans le transformer en apprentissage, en contenu ou en données sur vous-même? À quand remonte la dernière fois où vous avez simplement existé? Si vous avez du mal à répondre à cette question, faites attention, il ne s'agit pas d'un défaut. C'est un symptôme. Et les symptômes existent pour être entendus, pas supprimés. Commentez ci-dessous la dernière chose que vous avez faite uniquement par plaisir, sans aucune justification de productivité. Cela pourrait être n'importe quoi. C'est peut-être petit. Je veux savoir. Parce que ce commentaire ne s'adresse pas qu'à moi. C'est un rappel pour vous-même qu'il y a une vie au-delà de la performance. Passons maintenant à la partie la plus profonde de cette conversation. Il existe une différence fondamentale que la psychologie moderne a documentée avec de plus en plus de précision entre la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque est alimentée par des récompenses externes, approbation, statut,
argent, abonnés, résultats visibles. Ça marche, mais cela a un coût. C'est intrinsèquement instable. Cela dépend d'une validation externe constante. Et lorsque la validation s'arrête, la motivation s'arrête aussi, ou pire, se transforme en anxiété. La motivation intrinsèque est alimentée par le sens interne. Pour la satisfaction du processus, pas du résultat. Pour le véritable plaisir d'être qui vous êtes, de faire ce que vous faites. Elle est résiliente. Elle n'a pas besoin d'un public. La personne obsédée par l'évolution personnelle, dans la plupart des cas, opère sur une motivation extrinsèque déguisée en intrinsèque. Elle dit « je fais ça pour moi », mais en réalité elle le fait parce qu'elle a peur de ce qui se passera lorsqu'elle s'arrêtera. Découvrir la motivation véritablement intrinsèque, celle qui existe même lorsque personne ne regarde, est le travail de toute une vie. Mais c'est le seul travail qui en vaut la peine. Le moment est venu de répondre à la question que j'ai posée au début de cette vidéo. Est-ce que vous évoluez vraiment ou est-ce que vous fuyez? La réponse honnête, pour la plupart des gens qui ont vu cette vidéo jusqu'à présent, est les deux. Et c'est complètement humain. Vous pouvez véritablement croître dans certains domaines tout en utilisant la croissance comme une échappatoire dans d'autres. Vous avez peut-être construit de vraies choses tout en laissant derrière vous des parties essentielles de vous-même dans cette construction. Il ne s'agit pas d'être Keto ou Musashi. Il s'agit de comprendre où vous êtes Keto et où vous êtes Musashi. Et commencer, petit à petit, à donner plus d'espace au Musashi qui existe en vous. Parce qu'il est là, à coup sûr. Il l'a toujours été. C'est cette voix qui apparaît à 3 heures du matin quand on n'arrive pas à dormir. Celui qui pose des questions que l'on essaie de faire taire avec plus de productivité. Celui à qui il manque quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Cette voix n'est pas votre ennemi. C'est votre vrai moi qui essaie d'être entendu. Carl Jung disait que l'ombre, cette partie de nous que l'on cache, que l'on nie, que l'on projette sur les autres, a une fonction essentielle. Elle contient tout ce que l'on réprime, mais aussi tout ce que l'on ne développe pas. Et qu'intégrer l'ombre, la regarder sans s'enfuir, est le chemin vers l'individuation, pour devenir qui l'on est vraiment. Pour la personne obsédée par l'évolution, l'ombre contient souvent la vulnérabilité, besoin de connexion, peur de ne pas être aimé. Je veux arrêter, se reposer, être simplement humain sans avoir à justifier son existence par des réalisations. Intégrer cette ombre ne signifie pas renoncer aux acquis. Cela signifie conquérir pour des raisons plus vraies. Cela signifie avoir un ancrage interne qui ne dépend pas des performances pour exister. Cela signifie, enfin, être libre. Je veux terminer cette conversation avec une image. Imaginez Keto après des années d'évasion, après de nombreuses réalisations et beaucoup de vide, assis en silence, sans rien à prouver, sans aucun objectif à atteindre à ce moment-là, juste présent. Et dans ce silence, pour la première fois, il ne se sent pas vide. Il ressent quelque chose qu'il lui a fallu toute une vie pour reconnaître, la présence. Votre propre présence. Le sentiment qu'il est là, que ça existe, que cela suffit. Pas parce qu'il a arrêté de grandir, mais parce qu'il a finalement grandi vers l'intérieur, pas seulement vers l'extérieur. C'est le côté obscur de l'obsession de l'évolution personnelle que personne ne vous dit, que la plus grande évolution qui soit n'est pas celle qui figure sur le CV. C'est ce qui se passe en silence, en vulnérabilité. Avoir le courage d'être qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Et cette évolution n'a pas de graduation. Il n'y a pas de certificat. Il n'y a pas de métrique. Mais elle est la seule qui, en fin de compte, cela rend la vie digne d'être vécue. Si cette vidéo a atteint un endroit en vous rarement visité, je dois vous dire quelque chose. Ce n'était pas une coïncidence. Vous n'avez pas regardé cette vidéo par hasard. Quelque chose en vous recherchait cette conversation. Quelque chose en vous était prêt à entendre cela aujourd'hui. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le pas le plus difficile. Vous êtes devenu présent avec l'inconfort. Maintenant, la prochaine étape vous appartient. Commentez ici ce qui s'est passé. Un mot, une phrase. Comment cette vidéo vous a-t-elle ému? Parce que j'ai lu chaque commentaire. Et parce que parfois, nommer ce que l'on ressent est la première étape pour cesser d'être contrôlé par celui-ci. S'inscrire. Parce que les prochaines vidéos poursuivront cette conversation dans des endroits encore plus profonds. Et vous ne voudrez pas le manquer. Et il transporte quelqu'un qui a besoin de l'entendre.
Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Partagez simplement. Parfois, le geste le plus généreux que l'on puisse faire pour quelqu'un est de lui présenter une conversation qu'il n'a pas encore eu le courage d'avoir avec lui-même. Je m'appelle la voix que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Et la phrase que je vous laisse est la suivante. Vous n'avez pas besoin de conquérir le monde pour mériter d'y être. Vous le méritez déjà, depuis toujours, exactement comme tu es maintenant. La question est, quand le croirez-vous ?